Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce troisième épisode de quels sont les cryptos du top 100 vraiment utiles. Sont-elles utiles? On aura un petit partenaire lors de cette émission, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc le concept de l'émission c'est quoi? C'est qu'on reprend les crypto-monnaies de ce top 100 au cas par cas. Je vous explique à quoi elles servent à chaque fois et je vous dis si je juge si elles sont vraiment utiles ou pas. Voilà, c'est un petit live à thème du coup. On est sur le troisième épisode. Vous avez les deux premiers qui sont sur ma chaîne que je vous laisse en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube en rediffusion. Et à chaque fois, comment ça se passe? Vous avez deux éléments importants. Vous avez d'abord la description avec chaque crypto-monnaie qui est mentionnée. Comme ça, vous pouvez avoir mon avis là-dessus. Alors, on n'est pas sur une explication ultra approfondie de chaque jeton. Il y a des jetons que je connais mieux que d'autres. Donc, il y a des jetons où je vais passer plus de temps pour bien vous les expliquer. D'autres où je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est pas forcément très intéressant. Et à côté de ça, je vous laisse aussi à chaque fois une documentation en description sur YouTube avec justement des liens Coin Academy quand on a couvert ces jetons, si là vous voulez avoir une description un petit peu plus approfondie. Voilà. Bonsoir le chat, excusez-moi, je vous ai pas dit bonsoir. Je lirai le chat, hein, bien entendu. Le but c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Le tout sur de la musique électronique. De surexciter parce que ça nourrit mon cerveau, voilà, ça me permet de mieux réfléchir, de mieux parler. Si ça a tendance à vous énerver, vous me dites et je change de musique, mais je pense que ce sera assez bas, ça devrait aller. Et je vous propose d'attaquer. Alors d'habitude j'y vais de manière totalement spontanée. Le truc c'est que la dernière fois ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas fait cette émission, donc ça a bougé un petit peu ce top 100 et j'ai essayé d'identifier justement quels sont les jetons que j'ai pas couverts et ceux que j'ai couverts. J'espère que ça va en tout cas. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer du coup par le 50e qui est C-Network. Alors, C-Network, qu'est-ce que c'est? C-Network, c'est une blockchain, on va dire semi-monolithique ou semi-modulaire, comme vous préférez, du top 100, qui a la particularité de vouloir reprendre un petit peu les bonnes choses d'Ethereum, les bonnes choses de Solana, le tout branché à l'écosystème Cosmos. Alors, je vous propose par exemple de regarder l'analyse fondamentale qu'on avait pu faire sur Coin Academy de C-Network. C'est un jeton qui a bien performé d'ailleurs récemment pour la simple et bonne raison qu'il y a tout ce qu'on aime. VC Chain, marketing agressif, on a eu un airdrop. Ouais, c'est peut-être un peu violent ce son-là. Alors attendez, reprenons. Alors, c'est quoi une blockchain monolithique? C'est quoi une blockchain modulaire? Une blockchain monolithique, je vais te l'expliquer parce que ça va bien justement avec cette histoire de C-Network. Une blockchain monolithique, c'est une blockchain qui cherche à tout faire. C'est-à-dire qui cherche à stocker de la donnée, stocker des preuves, gérer le consensus, donc le fait que tout le réseau se mette d'accord, gérer l'exécution des transactions, gérer l'exécution de transactions plus complexes, donc des smart contracts, etc. Une blockchain monolithique cherche à tout faire. Là, une blockchain modulaire va justement se spécialiser dans une ou plusieurs activités. Par exemple, une blockchain comme Celestia va se concentrer sur le consensus et le stockage des données, mais pas sur l'exécution des transactions. Elle va laisser d'autres blockchains dédiées à l'exécution des transactions. Par exemple, vous allez voir un truc qui s'appelle les lazy roll-up. Ça va être des roll-up qui vont être dédiés exclusivement à l'exécution des transactions et qui vont déporter tout le reste sur d'autres blockchains. Et donc, C-Network est capable de tout faire. C'est-à-dire consensus, stockage des données, exécution des transactions, etc. Comme un Solana, comme un Ethereum à l'ancienne, etc. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas avoir des surcouches à C-Network. Je pense notamment à Nitro. Nitro qui est un layer 2 sur C-Network qui vient justement rapporter la machine virtuelle Solana en surcouche de C. C'est-à-dire que les smart contracts, ils seraient sur Nitro. Nitro aura peut-être son propre jeton, je l'imagine d'ailleurs. Par contre, il viendra déporter une partie de toute l'opération lors d'une transaction sur C. Bref, donc C-Network aujourd'hui, c'est une blockchain extrêmement rapide. Je sais plus où je l'ai noté, voilà, par ici. On est sur une blockchain qui fait du... Bon là c'est dit 600 à 700 millisecondes parce que c'était au moment de la sortie de l'article. Je crois que maintenant on est sur du 400 millisecondes par bloc. Et voilà, hein, l'idée c'est d'avoir des blocs extrêmement rapides, une capacité à gérer des milliers de transactions par seconde, capacité de gérer la machine virtuelle de Cosmos, la machine virtuelle d'Ethereum, ça arrive. En plus de ça, améliorer la machine virtuelle d'Ethereum avec ce qu'on appelle de la parallèle EVM, c'est-à-dire de la gestion parallèle des transactions pour aller beaucoup plus loin que la capacité native d'Ethereum. Et du coup, comme vous l'avez vu avec Nitro, gérer la machine virtuelle Solana et pourquoi pas importer d'autres machines virtuelles. Une petite correction, le stockage des données, la disponibilité des données, c'est pas la même chose. Celestia s'occupe de la disponibilité des données. Alors, je me permets de te répondre. Je l'ai lu, hein, cet argument marketing, effectivement. Stockage des données, on a tendance à l'utiliser pour des projets type Filecoin,
type Airweave, etc., où c'est stocké de la donnée brute, tandis que disponibilité des données, ça va être plutôt pour des données spécifiques à la blockchain, donc tout ce qui va être preuve de fraude, transaction, etc. Ça reste de la donnée. Mais je suis d'accord, si tu veux être précis sur les mots, on peut le dire comme ça. Pas de projet fonda un peu deep ce soir, bah, je vais me permettre d'expliquer de manière deep les projets du top 100. Donc en bref, CNetwork, je vais pas passer 15 jours dessus. Est-ce que c'est utile? Je pense. Il y a encore à boire et à manger dans le monde des blockchains monolithiques et modulaires. Beaucoup d'évolutions à faire et je pense que cette narrative de la parallélisation de la machine virtuelle Ethereum, on va beaucoup en entendre parler et potentiellement, ça va pouvoir être déporté sur des roll-up Ethereum ou même au niveau du Layer 1 Ethereum. Plutôt bonne chose à mon sens. Documentation que je vous laisse en description. Oui, il y aura un replay sur. On va passer maintenant au vilain petit canard. J'ai nommé le Bitcoin Satoshi's Vision. Qui est le fruit de nombreux forks, si on peut dire ça comme ça. C'est moi où le son de Capet est faible. Le son de mon micro est faible? Est-ce que c'est mieux là? Tu me diras. Bon. Ok, c'est nickel. Donc Bitcoin SV qui est le source de plusieurs forks. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, on a eu Bitcoin qui a forké en Bitcoin Cash et en plein d'autres cochonneries. Bitcoin SV est un fork de Bitcoin Cash, c'est-à-dire qu'il a repris l'historique de Bitcoin Cash et pas du Bitcoin original pour ensuite créer sa propre blockchain avec des nouvelles propriétés. Alors à la base, on parlait de blocs qui allaient jusqu'à 128 mégas. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des blocs de 4 gigas. Tout ça pour nous vendre une narrative de on a les blocs les plus gros, donc on peut faire plein de transactions par seconde avec des frais ultra giga bas. Sur le papier c'est très intéressant, mais dans les faits pas du tout, parce que le problème c'est qu'en ayant des blocs extrêmement gros, et on se retrouve déjà avec très peu de nœuds sur le réseau qui sont en capacité de suivre, et surtout une blockchain qui est extrêmement lourde. Je vais prendre l'exemple, regardez Bitcoin blockchain size, je prends la première page. On me dit que la blockchain de Bitcoin, elle fait un demi-téra. Ouais, on est à 543 gigas pour la blockchain Bitcoin. Et c'est Bitcoin, je veux dire, c'est une des blockchains les plus utilisées aujourd'hui. Tu tapes Bitcoin SV size. Je sais plus où je l'ai trouvé. C'est ça, voilà. Blockchain size, on est à 10 Tera. Donc elle est 20 fois plus grosse que Bitcoin. Voilà. Et en plus, dites-vous, vous inquiétez pas, le live va pas freeze. Regardez, je clique, ça marche plus. Cette page, elle est tellement mal branlée qu'elle me fait planter Google Chrome carrément. Ah, c'est bon, j'ai réussi à déplanter Google Chrome. Bref, donc ici passe rien exactement. Et en fait, l'idée, ça a été de dire, regardez, nous, on a mieux compris que Bitcoin que les autres. Bref, c'est une fraude. Ce qu'il y a d'intéressant, alors, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que si je dis que c'est une fraude trop fort, je peux me faire attaquer en justice par son créateur. Parce que oui, son créateur, c'est Craig Wright. Pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelle Fake Toshi. C'est un Australien, un développeur australien qui, en 2016 ou en 2017, a commencé à dire partout dans les médias que c'était lui Satoshi Nakamoto. Il a soutenu mordicus que c'était lui Satoshi Nakamoto. Sauf qu'il n'a jamais été en vraie capacité de le prouver, c'est-à-dire en faisant une transaction à partir d'un des premiers blocs de la blockchain Bitcoin. Donc il a essayé de falsifier de nombreux documents, mais c'est jamais passé. Et il a déjà attaqué en justice des gens qui ont remis en question le fait que ce soit le vrai Satoshi Nakamoto. Il est encore aujourd'hui en justice, il a perdu certains procès, il a gagné certains procès, pas pour dire que c'était Satoshi, mais d'autres trucs par rapport à du mining de Bitcoin. Bref, il a beaucoup fait parler de lui, et c'est lui qui est à l'origine de ce fameux Bitcoin Satoshi's Vision. Donc en fait, il est allé très 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 loin dans le mensonge pour essayer de justifier que c'était le vrai Satoshi, mais ça n'a pas trop pris. Maintenant, on se pose la question suivante, pourquoi il est 51e et est-ce qu'il est vraiment utile ? Alors pourquoi il est 51e? Bah forcément, tant qu'il a un minimum de valeur, vu qu'il est multiplié par le nombre de bitcoins en circulation, bah ça fait qu'il pop assez facilement dans un top de crypto-monnaies, comme c'était le cas de nombreux forks de bitcoin, comme Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, etc. Bonsoir Spockmaster. Et est-ce qu'il est utile? Alors à mon humble avis, et sans faire mon gros rageux, parce que je suis pas du genre à répéter ce que je vois sur les réseaux sociaux et bâcler le sujet, non, c'est pas utile. Pour la simple et bonne raison que d'un point de vue design, c'est du non-sens absolu. C'est-à-dire que j'ai pu défendre Bitcoin Cash dans une émission antérieure avec des blocs limités à 8 ou 32 mégas au lieu de 1 méga par bloc comme le Bitcoin original. Mais des blocs de 4 gigas, aujourd'hui, ça fait pas sens. Et puis une blockchain qui pèse 10 Tera, ça fait que ça coûte un pognon monstre à entretenir un nœud complet sur le réseau. Et d'être un mineur qui ne sacrifie pas tout à fait sa confiance. Donc pour moi, c'est red flag, c'est niet. Ça vaut rien. C'est aussi un bloc de toutes les 10 minutes, ouais, tout à fait. Ça n'a pas changé.
Oui, j'ai vu Théo poussé par Grayscale, ça date pas d'hier, toujours la dalle, ça fait un petit moment déjà. Ensuite, on a Render Token. Alors, je vais aller plus vite sur Render Token pour la simple et bonne raison que je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Mais je me permets quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de vous résumer de quoi il en suit. Voilà, donc vidéo sur ma chaîne Capet Crypto. Render Token, c'est un réseau semi-décentralisé de rendu 3D, de photoréalisme, de vidéos photoréalistes, photoréalistes, etc. Ce que j'entends par là, c'est que derrière Render Network, tu as une entreprise qui s'appelle Otoy, qui est une entreprise spécialisée dans le rendu 3D depuis très longtemps. Et l'idée, c'est de proposer un réseau de cartes graphiques pour justement gérer de la modélisation 3D, du montage 3D, etc., etc. Pourquoi je dis que c'est semi-décentralisé? Parce que le truc, c'est que pour faire partie de ce réseau, tu dois impérativement passer par un formulaire et d'être validé par l'entreprise Otoy, donc l'entreprise derrière Render Network. C'est pas un réseau totalement ouvert et open source comme on a l'habitude de le voir dans le monde des crypto-monnaies. Est-ce que c'est mal? Pas nécessairement. Est-ce que ça pourrait être mieux fait? Oui, eux, ils ont choisi de faire comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que c'est utile? Je pense, étant donné qu'Otoy, c'est quand même une grosse boîte, s'il y a un vrai effet de réseau et que ça peut permettre de casser les coûts et d'éteindre l'effet de réseau, bah franchement, ça peut être bien pour l'industrie de la 3D et du montage vidéo et j'en passe. C'est typiquement ce qu'on aime dans la narrative d'Epin, vous savez, la fameuse narrative d'infrastructure décentralisée, dont il fait partie d'ailleurs des plus gros projets. Hein. Voilà. Ensuite, on a Rocket Pool. Donc Rocket Pool, qui est le deuxième plus gros concurrent de Lido, c'est une plateforme de liquid staking. On va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, il faut savoir que c'est très ressemblant à Lido, à la différence qu'ils se veulent plus orienter vers la décentralisation. C'est-à-dire que là où Lido a, on va dire, des réseaux de staking professionnels en son sein, et bien là, on est sur des réseaux un petit peu plus petits pour le staking. À peu près n'importe qui peut rejoindre le réseau et lancer son nœud de staking. J'ai pas regardé dans les détails comment on monte un nœud, mais en tout cas, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 32 Ethers à vérifier. Donc c'est un Lido en plus décentralisé et en moins ergonomique, on va dire. Voilà. Donc est-ce que c'est utile? Naturellement, même s'il y a toujours un côté paradoxal là-dedans. Merci beaucoup, on me dit tu peux faire un nœud à 8 Ethers, je crois. Il y a un côté paradoxal là-dedans, c'est que Ether de base a été fait pour éviter la preuve d'enjeu déléguée. Lido et Rocket Pool, par le liquid staking, ont remis cette histoire de preuve d'enjeu déléguée. Ça veut dire que bah, du coup, les gens qui délèguent leurs jetons les délèguent à des points de centralisation. Donc on va dire que Lido est un gros point de centralisation. Rocket Pool est moins centralisé que Lido, mais plus centralisé qu'un réseau de nœuds indépendants. Donc c'est toujours un curseur à placer dans la décentralisation. Bon, étant donné que si c'était pas Lido qui allait le faire, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et je pense que la fondation Ethereum aurait pu se poser la question plus tôt. Bref, oui, ils se sont déjà posé la question, bref. Est-ce que c'est utile? Oui. À mon sens, oui. The Graph, on a déjà couvert, c'est un réseau d'indexation de données et les projets peuvent aller taper dans The Graph pour récupérer des données liées à la blockchain et autres smart contracts indexés. Ensuite, on a un autre Layer 1, donc Sui qui est lui aussi le fruit de nombreux forks, si je puis dire. Dans une émission précédente, je vous ai parlé de Aptos. Nir, je l'ai fait dans un épisode précédent, ouais. Je vous ai parlé d'Aptos, donc Sui, c'est un peu la même chose. En gros, Sui, c'est un projet blockchain qui, à l'origine, vient de Facebook. Parce que Facebook, dans les années 2017, 2018, 2019, voulait créer sa propre blockchain qui devait s'appeler à l'époque Libra. Ça devait être justement une blockchain ultra performante pour les 8 milliards d'individus, avec du paiement transfrontalier, un stablecoin dédié qui aurait eu à la base son propre cours, après qui devait être backé par un panier de monnaie fiat, donc ils se sont fait attaquer directement par les banques centrales, bref. Mais tout ça pour vous dire que derrière Facebook, il y avait des ingénieurs de génie qui se sont construits, dont des gens qui avaient bossé avec des gars d'Avalanche, etc. Bref, tout ce petit microcosme des génies de bases de données décentralisées. Et du coup, le projet Libra de Facebook a été renommé en Diem, puis a été avorté. Ce projet Diem a été splitté en plein de petites équipes qui ont chacun créé leur projet. Et dans les projets principaux, tu as du coup Aptos, Sui, Zero L Network et d'autres projets. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que à la base, le projet Libra ou Diem de Facebook
a apporté son propre langage de programmation qui s'appelle le Move, qui est un langage supérieur au langage Solidity d'Ethereum. Et pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus axé sur les performances et la sécurité. Voilà, c'est un truc bien mieux designé. Aujourd'hui, quasiment personne n'utilise le Move à part Aptos, Sui, etc. Il faut savoir que Solana, au tout début, dans sa doc, disait être compatible avec le Move. Dans les faits, je ne sais même pas si c'est le cas. Mais je pense que ça peut devenir. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que, n'étant pas développeur, je vais pas non plus trop ouvrir ma bouche, mais je pense que ce langage a beaucoup de bonnes choses à apporter à l'écosystème. Et que du coup, des projets comme Sui et Aptos ont beaucoup de bonnes choses à proposer à l'écosystème. Ils ont chacun leurs petites différences. Je ne vais pas vous les expliquer parce que c'est extrêmement technique pour le coup. Voilà, Sui et Aptos, c'est pas des copies conformes, hein. Il y a des petites différences techniques entre l'un et l'autre. Mais en tout cas, d'un point de vue programmation, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir justement sur Ethereum ou sur Solana. Donc c'est une nouvelle narrative qui se construit. Toujours dans les blockchains monolithiques cependant. Donc rappel, hein, une blockchain qui souhaite tout faire, consensus, exécution des transactions, etc., etc. Et le créateur du langage Move fait partie des cofondateurs de Sui. Et ils ont même créé un langage un peu plus avancé du Move qui s'appelle le Sui Move, qui est dédié à Sui. Donc c'était une petite différence avec le langage Move, mais c'est intéressant de le savoir. Donc voilà, projet à suivre. Moi je pense que Sui n'a pas dit son dernier mot. Je pense pas être le seul d'ailleurs, hein, donc pas de conseil en investissement, mais on est sur un petit x3 depuis le bottom. Justement, ça se réveille un petit peu. Niveau écosystème, je pense pas que ce soit dingue en l'état. Mais quand même, 300 M de TVL, c'est pas mauvais en soi, hein. Donc affaire à suivre. Est-ce que c'est utile? Oui, ça fait avancer le schmilblick. Voilà. Je me suis tâté à rentrer à 50 centimes, je suis pas rentré, je suis une merde. Voilà, je tenais à le dire aussi, c'est intéressant. Encore Layer 1. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça de Layer 1. Donc on passe à Multiversix. Multiversix, anciennement Elrond. Pour les devs, le move de Aptos et le move de Sui a des différences assez reloues. Donc si vous vous déployez sur les deux, ça va demander beaucoup de taf. Merci Gourou pour la petite précision. Et le Sui move n'est pas compatible avec la Rust de Solana. Elrond, Multiversix. Donc Multiversix, le nouveau nom d'Elrond. Là aussi, un Layer 1 plutôt monolithique, disons les choses comme ça. Moi j'aime bien l'appeler l'Ethereum 2.0 avant l'heure, mais faut pas trop le dire parce que ça pourrait fâcher Abdel. Qu'est-ce que j'entends par là? À l'époque où Ethereum n'était pas encore en Proof of Stake et n'intégrait pas encore la technologie du sharding, eh bien Multiversix est venu apporter ces petites nouveautés. Donc on va aller sur leur site. Voilà. Quelle est la vision? Quelle est la position de valeur? Bon, déjà la vision, c'est d'essayer d'avoir quelque chose de relativement décentralisé. D'avoir quelque chose de très accessible, même pour les gens qui sont pas trop branchés crypto-monnaie. Ils ont une superbe application mobile. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres applications mobiles qui sont pas mal, mais ils ont été assez avant-gardistes sur la partie mobile. Et ils ne cherchent pas à démultiplier le nombre de transactions par seconde avec des Layer 2. Cependant, c'est vrai que je devrais même pas dire qu'il est monolithique parce qu'en réalité, il utilise une technologie de type sharding. Et il va y avoir des shards souverains, donc assez semblables à des sous-réseaux sur Avalanche, donc des subnets Avalanche, ou des chaînes souveraines sur Cosmos par exemple. Aux dernières nouvelles, ils ont annoncé d'ailleurs une chaîne EVM. Alors je l'ai noté là-dedans, permettez-moi de vous retrouver ça tout de suite, j'en ai parlé dans une émission récente. Multiversix, il est là, voilà. Donc ils ont annoncé... Alors OneDex, j'avais pas fait gaffe de quoi il s'agissait. Voilà, un premier DEX permissionless, bah il était temps. Permissionless, c'est-à-dire que voilà, les gens se servent dessus, c'est beaucoup plus souverain, moins centralisé que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Et une shard EVM compatible pour pouvoir justement faire venir des développeurs Ethereum sur l'écosystème. Qu'est-ce que j'entends par shard? Une shard, c'est un peu une sous-blockchain. C'est-à-dire que la blockchain Elrond, enfin Multiversix en fait, c'est un groupe de plein de blockchains. À la base, géré... par l'équipe Multiversix, mais des gens vont pouvoir créer leur propre sous-réseau souverain, c'est-à-dire avec leurs propres règles, leurs propres machines virtuelles. Donc, je dirais que Multiversix se rapproche un peu de ce qui a été fait sur Near Protocol et Avalanche et plein d'autres. Au niveau technologie, c'est pas mal, en vrai. Y a des choses à reprocher. Gourou, qui est d'ailleurs dans le chat, nous l'a expliqué dans une émission dédiée que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, si jamais vous allez sur ma chaîne, vous avez l'interview avec Gourou.
Et en cliquant dessus, il a fait sa critique ouverte du sujet. Laissez-moi le retrouver. Critique de Multiversix, voilà, 22 minutes 50. Donc au niveau des défauts, bah, jusqu'à présent, c'était un petit peu mafieux, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où, en fait, c'était souvent des gens de l'équipe Multiversix ou proches de Multiversix qui avaient tendance à créer les projets par-dessus. C'était pas trop ouvert à la communauté, bah, je pense aux 2 plus gros protocoles. Là, ils ont tendance à s'ouvrir un peu plus, visiblement, avec Wandex qui commence à gagner des points. Au niveau des smart contracts, la plus grosse critique qui a été faite, c'est que justement, les développeurs peuvent updater, donc mettre à jour les smart contracts comme ils le souhaitent, même s'il y a la possibilité de dire que c'est le cas ou que ce soit pas le cas au moment du déploiement du smart contract, mais ça fait que les gens qui sont habitués à Ethereum où tu as un smart contract et ça bouge pas, bah, ça risque de les choquer un petit peu. Et voilà, donc un Layer 1, pas au niveau d'Avalanche ou d'un Solana ou d'un Sui à mon sens, mais qui a le droit d'exister. Qui a le droit d'exister avec des gens qui ont quand même la volonté de faire un écosystème pour des gens qui sont pas trop branchés à crypto, avec des interfaces utilisateurs pas trop complexes. Est-ce que c'est utile? Du coup, bah pour moi, oui. Hein. Pour moi, ils ont lieu d'exister. Ensuite, on a Torchain. Avant d'enchaîner sur Torchain, vous remarquerez que sur quasiment tous les projets, je vous dis que c'est utile et que ça a lieu d'exister. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Moi, je suis un passionné de crypto-monnaie, donc je suis pas maxi en quoi que ce soit. J'aime Bitcoin, j'aime Ether, j'aime Solana, j'aime les autres concurrents. Il n'y a pas de souci. Moi, à partir du moment où une équipe, elle essaie d'innover, il y a toujours ce côté, bon, bah, ils essaient de lever de l'argent, ils vont en vivre, ils vont se mettre bien, etc. Après, c'est de bonne guerre, c'est comme créer une entreprise. Moi, je suis pro-capitaliste. Donc, moi, je pars du principe que le marché, il a le droit de faire son travail, de récupérer des profits, de réinvestir les profits. C'est comme ça que ça marche, à mon sens. C'est quelque chose de relativement sain. Donc du coup, toute concurrence, toute chose qui vient apporter des choses à l'écosystème, je la considère comme utile. Et d'ailleurs, on va donc parler de Torchain, qui a un protocole qui permet l'interopérabilité. Comment je pourrais l'expliquer? C'est pas vraiment un bridge, c'est plutôt un protocole où les gens peuvent construire par-dessus et permettre la connexion multi-chain, que ce soit des chaînes de l'écosystème Cosmos ou des chaînes plus classiques, donc Bitcoin et des forks de Bitcoin type Litecoin, Monero, Dogecoin, etc. Même chose pour les chaînes EVM, on a Ethereum et d'autres. Elrond a une particularité dans le top 50, ils n'ont pas de pognon. Ouh, je pense que tu te trompes. Je pense qu'ils ont du fric. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors moi, j'aime beaucoup Torchain parce que l'idée, c'est de proposer des swaps où, en fait, c'est des trucs qui se font nativement on-chain. On ne crée pas des actifs synthétiques. Si vous voulez, à chaque fois, les équipes derrière Torchain, elles vont créer des nœuds sur les différentes blockchains et elles vont faire un petit bricolage technique pour pouvoir faire en sorte que les swaps se fassent directement avec des jetons natifs. Pas avec un produit dérivé de jetons qui va être créé sur la blockchain Torchain et qui, en cas de piratage, ce serait une catastrophe. D'ailleurs, en parlant de piratage, il y a quand même eu 3 piratages de Torchain pendant le bullrun de 2021. Depuis, je sais plus trop ce que ça a donné. En tout cas, ça n'a pas signé la mort du projet. Et il y a énormément de projets qui se sont construits dessus. Je sais plus si on les a tous notés dans cet article. Peut-être pas. Au pire, on va aller sur le site de Torchain. Et moi, je vais vous en montrer un qui est un petit chouchou à moi après. Écosystème. Voilà. 57 applications. Bon, dans les applications, il nous met des wallets. Donc, c'est un petit peu cher. Mais t'as TorSwap, t'as Rango Exchange, t'as Asgardex. T'as des trucs qui sont... Dans le navigateur, tu as des trucs que tu peux télécharger directement sur Windows et exécuter en tant que logiciel. Donc, beaucoup plus difficile à censurer du coup. Moi, mon petit chouchou, c'est Rango Exchange. Et bonsoir à tous ceux qui arrivent dans le chat. Rango Exchange que j'ai déjà utilisé, c'est un protocole multi-chain qui se base sur Torchain et qui a intégré encore plein d'autres blockchains. On parle de 50 blockchains différentes. Moi, je vais prendre un exemple qui me parle. Là, prochainement, je vais faire un petit live sponsor avec un projet qui est sur Cosmos qui va me payer en jeton USDC et qui va me payer sur une blockchain, je vais pas dire j'en ai jamais entendu parler, mais presque. La blockchain en question, c'est Noble, qui est une blockchain qui a un partenariat justement avec Circle pour l'émission d'USDC natif sur l'écosystème Cosmos. Et donc, moi, j'avais une problématique, c'est que j'ai une entreprise au Luxembourg. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je suis payé en USDC? J'échange ces USDC contre des euros sur la blockchain, des Monerium euros, et ensuite je transvase ces Monerium euros sur le compte de ma boîte. Je me fais un virement en euros. Mais la problématique, c'est
Comment je peux swapper mes USDC sans me casser la tête, sans passer par des exchanges bizarres? Bref, simple. Eh bien, j'ai la possibilité, avec Rango Exchange et d'autres, hein, il y a Squid Router, etc., de le faire. Je choisis ma chaîne A, la chaîne de réception. Donc moi, en l'occurrence, ce sera très probablement Polygon, parce qu'il y a des monnaies euros sur Polygon. Et voilà. Ensuite, je choisis sur quel réseau je passe. Je connecte mon portefeuille et je swap. Alors, c'est peut-être pas l'exchange avec les meilleurs frais, voilà, faut comparer, mais tout ça pour dire que c'est pas mal. Torchain permet, tu vois, par exemple, je veux faire un truc de Noble à Bitcoin. Probablement pas possible. Ah si, c'est possible. Je pense qu'il va rerouter, il va swapper, il va tout faire de manière automatisée. Il va juste me demander de connecter différents wallets parce que Noble, c'est sur l'écosystème Kepler. Tandis que Bitcoin, bah, c'est écosystème Bitcoin, donc il faut un wallet Bitcoin. Idéalement, même si maintenant MetaMask avec des extensions le gère aussi. Tape une somme et tu auras la route. Très bon réflexe. Là, je peux voir que de mes USDC à Atom, je passe sur Osmosis. Ensuite, de Atom à Bitcoin, je passe par Torchain. À chaque fois, il y a un petit frais. Et hop, le routage, il est fait, quoi. Tout est sur la blockchain. Il n'y a pas d'intermédiaire centralisé. C'est magnifique. On adore. Donc, est-ce que je considère Torchain comme utile? Absolument. Et est-ce que je considère Rango Exchange aussi? Absolument. D'ailleurs, les fees sont un petit peu élevés. Ouais, parce qu'il doit y avoir un manque de liquide. C'est le risque. Je pense que si je fais ça, c'est encore pire. Ouais, en fait, il n'y a pas de liquidité, donc ça mange bien, quoi. Regardez ça. Regardez-moi ce délire. C'est malin. Ouais, le swap risque d'être un peu long, oui. Mais voilà, c'est pas le meilleur choix hein, de prendre du BTC de cette façon-là. Après, regardez. Bon, je recommande pas nécessairement, mais WBTC, je suis sûr que c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bref. Et il y aura un airdrop de Rango Exchange. Ouais. Ils ont déjà pris un snapshot. Je sais pas s'ils en prendront d'autres, mais bref. Alors, excusez-moi, j'ai fermé CoinGecko. 30 minutes, ok. Ensuite, on a fait chez Multiversix Algo. Je l'ai déjà couvert dans une émission précédente. Maintenant, on a Ordi. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie d'Ordi? Eh bien, Ordi, c'est un coin qui est plus symbolique que de chose hein, en l'état. Parce qu'en fait, c'est un coin qui a été émis sur Bitcoin, sur le standard BRC20. Donc, il passe par cette nouvelle narrative appelée Ordinals. Alors, je vous ai mis un lien dans le document. Merci beaucoup, Ciro, pour... Ciro Crijins pour ton message. Les lives ont vraiment fait du bien pour le BR. On est passionné. C'est pas DYDX le partenaire, c'est Nodi, c'est un projet français, je vous en parle après. Du coup, donc, Ordinals. Le principe d'un Ordinal, c'est quoi? En gros, dans les grandes lignes. Le principe d'un Ordinal, c'est de dire qu'un NFT qui est stocké sur Bitcoin, il est entièrement stocké sur la blockchain Bitcoin et pas partiellement. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, quand tu prends un NFT sur OpenSea, Marketplace sur Ethereum et d'autres, en fait, tu as un NFT qui va être hébergé sur une base de données centralisée, ensuite, ou décentralisée, mais pas nécessairement la blockchain Ethereum. Ensuite, tu vas avoir un hash, donc une signature cryptographique de ce NFT qui va te permettre d'aller pointer sur cette base de données décentralisée, par exemple IPFS, et tu vas stocker ce hash dans la blockchain. Donc au lieu de stocker un grand NFT d'un méga, ce qui veut dire que typiquement un méga, si tu as plusieurs NFT, jamais tu peux stocker ça sur un Bitcoin ou sur un Ethereum, bah, tu vas stocker que quelques kilooctets de données. Et donc, eh bien, Bitcoin, avec les Ordinals, tu as eu cette nouveauté de dire, eh ben, si ton NFT il doit peser 0,1 méga, c'est-à-dire 10% d'un bloc Bitcoin, eh ben, tu payes pour ça, tu payes ton espace de bloc, et c'est ton problème, simplement. On me demande dans le chat, est-ce qu'il y aura une rediff? Oui, il y aura une rediff sur ma chaîne. Donc, plein de narratifs spéculatifs qui se sont faits par rapport à ça. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Parce qu'en fait, au tout début de Bitcoin, ça a été possible. Après, avec des patchs sur Bitcoin, ça n'a plus été possible. Et grâce à un nouveau patch appelé Taproot, ça a créé une sorte de faille. Pas de sécurité, mais une faille qui a fait que ça a permis de bypasser les anciens patchs. Et donc de pas bypasser, donc passer au travers les limites d'espace de blocs qu'on avait avant. Donc on peut se retrouver avec des ordinals, donc des NFT qui font quasiment tout le bloc Bitcoin. Et donc tu peux spéculer sur quel Satoshi est ton NFT. Par exemple, dans un bloc, on considère qu'un bloc, c'est plein de petits morceaux de données. Et bah tu pourrais dire... les premiers morceaux de données, ils sont plus rares, donc ça fait que mon ordinal, il est plus rare, etc. Bref, il y a plein de trucs à la con comme ça. C'est du pur spéculatif, hein. Mais ça intéresse pas mal de monde. Et donc, pour en revenir à Ordi, eh bien, Ordi, c'est un token. Pour le coup, c'est pas un NFT, à proprement parler. C'est un token qui a été émis par le biais des ordinals et compagnie
sur Bitcoin récemment. Et comme c'est le premier, bah, les gens spéculent sur le fait que ce soit le premier, un peu comme les CryptoPunks, etc. Est-ce qu'il est utile? Absolument pas. Alors là, pour le coup, je suis pas un as en la matière. Donc je sais qu'il y a des fondus d'Ordinals qui vont me dire oui, mais peut-être qu'il aura de la valeur plus tard, c'est le premier. Peut-être que dans la DeFi, tu pourras faire des prêts avec ordi en collatéral. Oui, bien sûr, tu peux créer des utilités. Tu peux créer des utilités avec toutes les merdes du monde, de toute façon, dans les crypto-monnaies. Donc ça, à la limite, j'ai envie de te dire, inventer des utilités dans les crypto-monnaies, voilà. Mais fondamentalement, si t'es honnête intellectuellement, c'est pas utile. Ça lui a pas empêché de pumper comme un singe. Hein. De passer de 3 $ à 50 et quelques. Donc vous voyez, des fois, le marché, il lui faut pas grand-chose. Exactement, on peut faire des briques avec de la merde. J'aime bien cette expression. Dans l'idée, c'est ça, ouais. Qui est le fondateur? Je sais plus qui est à l'origine de Ordinals, mais il est doxé en tout cas. Il n'y a pas d'anonymat pur et dur là-dedans, que je sache. Merde, j'ai refermé CoinGecko. Capette, ton coup de cœur sur le top 100? Bah moi, tu sais que c'est Solana. Hein. Pour pas être original. Moi, c'est naturellement Solana, mon coup de cœur, ouais. Pour ne pas compter Bitcoin Ethereum, parce que sinon, forcément, Bitcoin Ethereum, c'est super important. Ensuite, on a Flow, du coup. Flow qui est 61ème. J'ai pas buy le téléphone Solana, non. Donc, Flow, c'est un Layer 1 dédié à l'écosystème NFT. On a d'ailleurs un article sur le sujet. Celestia, je l'ai déjà couvert 100 fois, donc je vais pas le faire dans cette émission, Charmoz, mais pète sa mère, Celestia. Mais bon. Polkadot, déjà parlé. Cardano, déjà parlé. Bref. Donc, Flow... Layer 1 dédié au NFT. Donc, il faut savoir que les gens derrière la blockchain Flow sont à l'origine du projet CryptoKitties, qui est la première collection NFT qui a cartonné sur Ethereum. Je sais pas si tout le monde s'en souvient. Il a un petit peu de mal à charger. Mais à l'origine, c'était des chats virtuels sous forme de NFT. 2 secondes. Désolé, je suis aigri des fois, mais c'est juste les questions à la con, des fois, ça me... Bref. Bon, CryptoKitties qui charge pas. Mais je crois qu'on a un article d'ailleurs sur le sujet. Hein. Ou pas. Okay, on n'a pas couvert CryptoKitties, non? Non, par contre, on l'a couvert dans la formation. CryptoKitties, on l'a couvert dans la formation, ça j'en suis sûr. Voilà, parfait. Bon, voilà, tu pouvais acheter des NFT de chats virtuels qui avaient un pattern en fonction des races, etc. Tu pouvais les faire s'accoupler et t'obtenais un nouveau chat. Donc ça faisait que forcément le supply de NFT ne faisait qu'augmenter et la rareté que baisser. Après, tu peux voir la génération du chat. Donc j'imagine que les premiers CryptoKitties ont une rareté de dingue, parce que ce sont les premiers, justement. Ça a cartonné à l'époque. Ils ont généré 9700 Ethers à l'époque. Je sais pas si vous imaginez le délire. C'est complètement fou. Et donc ça a vraiment lancé ce concept de NFT. Le problème, c'est qu'à l'époque... ça a tellement bien marché que ça a foutu en l'air la blockchain Ethereum. Elle était complètement congestionnée. Et à ce moment-là, on a commencé à nous parler de sharding sur Ethereum, on nous a parlé de Layer 1 alternatif, etc. C'est ça qui a lancé un petit peu, relancé cette narrative Ethereum Killer, parce qu'il y a déjà eu des Ethereum Killers sur le Bull de 2017. Hein. Je pense à RK, Lisk, etc. EOS, Tezos. Bref, et donc, eux, ils sont arrivés avec la volonté de faire une blockchain qui est beaucoup plus designée pour les NFT, en remettant bien sûr leur collection CryptoKitties, mais ils ont des partenaires comme NBA, Top Shot, etc. Donc on explique dans l'article comment. En fait, le fonctionnement même de la blockchain est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Le truc permettant d'avoir plus de performance finalement. Donc moi c'est vrai que c'est pas une blockchain que je couvre souvent et que je maîtrise de A à Z, mais c'est une blockchain qui fonctionne bien visiblement. Qui a réussi à onboarder quelques partenaires sympas, hein, pour les citer, voilà, à l'écran. Bon, dedans, t'as aussi des trucs, c'est des validateurs de blocs, donc bref. Mais en tout cas, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Une des blockchains les plus utilisées pour les NFT encore à ce jour. Hein. Donc, est-ce que c'est utile? Carrément. Carrément. Qu'est-ce qu'on me dit dans le chat? Les rochers, BlockRock, Top 3 Holder, BTC, non, je crois pas. On est passé sur Filecoin, oui, mais pas dans cette émission, dans une émission précédente. Donc voilà, hein, les émissions précédentes, vous les aurez dans la description YouTube, mais sinon sur ma chaîne, c'est celle-là. Épisode 1, épisode 2. Des vidéos qui ont extrêmement bien marché d'ailleurs. Merci pour ça. Ok. Eh bien, avant d'enchaîner sur Mina, on va parler du partenaire du jour. Voilà, donc cette émission est sponsorisée par un projet français. Je vais vous en parler tout de suite. Donc ça s'appelle Nodi. Et l'idée de Nodi... Ah oui, alors avant de commencer, j'ai été payé... Je vais être payé en fiat normalement, pas en token que je sache. J'hésiterai pas à vous le dire si ça change.
payer proprement, entreprise au Luxembourg, tout bien, voilà, parce que maintenant c'est la transparence depuis l'Omerta avec l'ami Amy, mais c'est normal. Combien capette, combien? À peu près 2-3 milliards, tranquille. Je vous en donnerai peut-être un petit peu si vous êtes sage. Donc du coup, Nodi c'est quoi? Plus sérieusement, Nodi c'est quoi? Nodi c'est un appareil matériel qui n'est pas encore sorti. Il va sortir justement, ils vont faire une annonce là pendant la conférence CryptoXR, même si on en a vu des briques. Donc je me permets de vous montrer une page à l'écran parce que je tenais à vous montrer un petit peu de matière. Les préventes ne sont pas encore ouvertes, mais l'idée c'est de vous proposer une box tout en un. La box tout en un, elle fait quoi? Elle vous permet d'avoir un full node Bitcoin si vous le souhaitez, ou un full node d'une autre blockchain type Ethereum ou que sais-je. Qu'est-ce que c'est un full node? Et bien tout simplement, c'est un nœud complet connecté à Internet, synchronisé à la blockchain, qui vous permet justement d'avoir la base de données Bitcoin ou autre vous-même. C'est-à-dire que vous ne vous en remettez pas à un tiers. Et ça, c'est important pour la décentralisation du réseau. Et aussi pour vous assurer de la bonne conformité des transactions si vous recevez ou vous envoyez des paiements Bitcoin ou des paiements sur Lightning Network, etc. Donc, ils ont déjà intégré la technologie des full node Bitcoin. Ils vont intégrer Lightning Network en pas longtemps. De toute façon, je pense qu'au moment où les box seront envoyées, ce sera intégré. Ils vont intégrer d'autres crypto-monnaies. Voilà, je reprends un petit peu mes notes. Donc, c'est créé par des Français, Maxime Chéry et Alexandre Teinturier. Donc, Maxime Chéry, qui est à l'origine de la conférence CryptoXR dont on vous a parlé récemment et qui va être justement la conférence dans laquelle on va aller d'ici quelques jours avec l'équipe. Voilà, donc c'est un entrepreneur du web depuis plus de 20 ans déjà, qui a fait plein de sites de jeux sur Internet avec paiement en Allopass, etc., qui a fait d'autres business, etc. C'est aussi quelqu'un qui s'est spécialisé dans le mining de crypto-monnaies. Avec Alexandre Teinturier, justement, ils ont fondé une entreprise qui s'appelle Métis. Et donc, l'objectif, c'est de revenir un petit peu aux bases, hein, tout simplement. Les bases, c'est quoi? C'est avoir la main mise sur sa propre blockchain, en quelque sorte, sur ses propres transactions. Donc, voilà, on va reprendre les points clés de ce projet. C'est un portefeuille. Alors, j'ai pas envie de dire hardware wallet en l'état parce que le truc, c'est que tu peux avoir un wallet dedans en intégrant des technologies open source. Mais pour moi, quand je parle d'hardware wallet, c'est que tu as vraiment une technologie, une cryptographie dédiée à ça avec des process de sécurité type Ledger, etc. Ok. Là, dans un premier temps, ça va être du wallet soft. Et je pense qu'ils vont intégrer une technologie hardware wallet, etc. C'est juste que là, ça fait 2 ans ou 3 qu'ils sont sur le projet. Ils ont fait plein de proof of concept. L'idée, c'était déjà de proposer une machine avec un écran tactile d'excellente qualité, un parc d'applications, un truc qui soit pas complètement hors de prix, parce que vous vous imaginez bien, et c'est là-dessus qu'on a beaucoup discuté ensemble avant cette émission, c'est que pour arriver à ce résultat-là, il faut envoyer de l'essai. Et si tu veux pas que ton truc soit complètement mirobolant, il faut qu'il y ait un minimum de volume. Donc leur objectif à court terme, c'est d'avoir à peu près 10 000 pièces qui soient vendues. Plus tu fais de volume, plus ton plastique il est pas cher, ton circuit imprimé il est pas cher, tes processeurs ils sont pas chers, etc. etc. Donc là pour le moment, ils annoncent ça pour les premières 72 heures à 400 €. Après, ça passera à 500 € et probablement que dans les années qui suivront, ça pourra rebaisser avec le volume. Et qu'est-ce que tu as du coup pour 400 €? Pour 400 €, tu as ce matériel avec un écran tactile, la possibilité de faire un full node Bitcoin, la possibilité d'avoir du coup l'intégration du réseau Lightning, la possibilité de créer son propre serveur de paiement en Bitcoin. Alors ça sert à quoi? Là, ça va plutôt s'adresser à des commerces locaux ou en ligne. Tu veux accepter du paiement en Bitcoin. Et tu veux que ce soit ton réseau Lightning Network, ton réseau de paiement, tu veux limiter au maximum la confiance à un tiers. Bah t'héberges tout chez toi, c'est ça l'intérêt. Ils veulent proposer un node store, c'est-à-dire que là ils sont concentrés sur Bitcoin et Ethereum dans un premier temps. Et après l'intérêt c'est d'intégrer beaucoup de crypto-monnaies différentes au fur et à mesure de la demande bien sûr, pour avoir justement une box avec écran tactile où tu puisses gérer plein de crypto-monnaies, plein de wallets, etc. Donc l'idée c'est ça. Il y a aussi un petit côté rigolo, alors ça tourne sur un processeur ARM. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent une loaderie de minage Bitcoin. Tu vas pouvoir miner du Bitcoin dessus. Ne vous attendez pas à avoir une puissance de calcul mirobolante, c'est pas le but. Le but c'est de pouvoir faire aussi un petit peu de self-mining. Et si jamais vous faites partie des heureux élus qui un jour en self-mining arriveront à choper un bloc, eh bien vous aurez une surprise en plus du bloc que vous aurez chopé. Là où c'est intéressant, c'est que le produit, il consomme 5 watts, donc il consomme rien du tout.
Et qu'est-ce qu'on a dedans? On a un processeur ARM 64 bits. Je sais pas combien de cœurs, je sais pas quelle fréquence par cœur. Je veux pas vous dire de bêtises, j'ai pas cette spécification technique. Au niveau de la RAM, on sera entre 4 et 8 Go. Je pense qu'on sera à 4 Go au lancement, ce sera totalement suffisant. On sera entre 1 et 4 Tera pour le stockage à froid. 1 Tera pour la première édition. Largement suffisant pour héberger Bitcoin en entier ou Ethereum en entier. Un peu limite si tu veux Bitcoin et Ethereum, mais ça... Vous irez leur en parler directement parce que le but c'était que le produit ne coûte pas 1 milliard d'euros. Un écran tactile de 2,8 pouces et la connexion elle se fait via USB-C. Ensuite, quelques petites données supplémentaires. Il m'a donné un peu de données sur les providers. Le PCB, pardon, c'est-à-dire le circuit imprimé. Circuit imprimé, c'est géré par Covad pour les intéressés. Le designer, c'est Fabien Debovès, pardon, qui a déjà bossé sur pas mal de produits plus ou moins connus. Donc moi je vous avoue que le Fabien je ne connaissais pas, mais si jamais il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à la création de produits, vous connaissez sans doute. L'écran tactile c'est géré par Stelio Technologies, c'est ceux qui fournissent McDonald's, KFC, etc. La donnée la plus intéressante pour les mineurs de crypto-monnaies qui me suivent, le lead dev du projet, c'est Sébastien ou Zelix qui est derrière le projet Easy Mining OS, c'est lui qui s'occupe de ça. D'ailleurs, je tiens à noter qu'ils sont 10 employés en full-time aujourd'hui sur le projet. Donc, bah, tout ce qui est développement de code, masse salariale, etc., faut le payer. Faut le compter dans le prix aussi. C'est important de le noter. Wagmi Studio qui gère pour la partie NFT, donc j'y viens après pour la partie NFT. Ils feront un partenariat avec Satoshi. Donc, partenariat avec Satoshi, ça va être justement eux ce qu'ils font pour le coup. Satoshi, c'est vraiment un hardware wallet. Donc, ce serait pouvoir utiliser son hardware wallet Satoshi avec le full node pour la sécurité. Et ils ont le label French Tech. Voilà. Donc au niveau NFT, en fait c'est simple. Si vous achetez un NFT, vous aurez votre box V1. Vous ferez partie de la gouvernance aussi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire vos propositions pour le développement des applications. Peut-être s'il y a un design à changer dans le futur, changer le design, etc. Et vous avez 3 niveaux de rareté dans les NFT. Alors tous les NFT sont au même prix, mais en soi, vous avez 30% de chance d'obtenir un rare. Donc obtenir un petit produit supplémentaire de la collection Nodi. Et si vous faites partie des 10% des heureux élus, vous avez aussi un accès beaucoup plus VIP avec l'équipe, dont un événement qui se fera dans le futur, une surprise de l'équipe, et un lien un peu plus privilégié avec eux. C'est quoi? Alors, justement, je vois dans les questions vous arrivez. C'est pour ça que je les ai questionnés avant le live. En quoi c'est mieux qu'un Raspberry Pi? Et c'est d'excellentes questions. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai dit Maxime, franchement, c'est top, parce que là, on revient aux bases qui sont la self-custody. Gérer vos données, gérer vos blocs, etc. Donc, un gros geekos qui me suit, il va prendre un téléphone Android ou il va prendre un mini PC, un Raspberry Pi, il va coller à son Raspberry Pi un écran de merde, un SSD à 1 Tera, ça va lui coûter beaucoup moins cher. Fin de l'histoire. Mais en fait, c'est pas la cible. Je veux dire, si la cible, c'est de faire une économie de quelques centaines d'euros, tu fais tout toi-même, évidemment. Là, l'objectif, c'est d'avoir un produit qui soit design, plug and play, tu branches en USB-C, tu as ton App Store, tu fais ton serveur de paiement, tu fais ton full node, tu fais ton canal de paiement Lightning Network, tu utilises des applications parce qu'il va y avoir de plus en plus d'applications. Ils vont nous en présenter d'ailleurs pendant la conférence crypto. Et voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, ils ont déjà fait une première levée, ils ont déjà dépensé un pognon monstre pour faire des proof of concept dessus. Donc en fait, cette vente, elle est faite pour pouvoir justement commencer à récolter des fonds pour avoir les 10 000 premiers produits envoyés, voir comment ça marche et adapter en fonction de l'offre et de la demande. Donc voilà. Moi, je ne suis pas payé pour vous dire achetez-le. Voilà. Vous savez que ce produit, il existe maintenant. Je vous ai donné la majeure partie des informations. Elles sont dans le document. Vous pouvez les suivre. Hein. Vous avez le site qui va ouvrir avec les ventes d'ici quelques jours. Vous avez le Twitter si vous voulez suivre de quoi il s'agit. Vous avez Maxime qui sera un plaisir, je pense, de vous répondre sur LinkedIn, etc. si vous avez des questions. Il est à fond dessus, hein, c'est son bébé. Vous avez d'ailleurs une interview aussi de Maxime sur le Crypto Daily. Et voilà. Vas-tu le prendre à titre personnel, Capet? En l'état, non. En l'état, non, parce que je vais te dire sincèrement pourquoi. Parce que moi, justement, là, en l'état, je peux faire un full node moi-même et que ça va manquer d'application en l'état pour que j'y vois un intérêt pour l'avoir personnellement à la maison. Tu vois, j'ai 3 PC fixes. J'ai des SSD à plus savoir quoi en faire. Je veux monter un full node, je fais moi-même. Donc je ne suis pas la cible. La cible, c'est que n'importe qui veut pas se prendre la tête, il branche, ça marche. Fin de l'histoire. Voilà. Donc je suis honnête avec toi. Est-ce que je considère que c'est un mauvais produit? Bah non, je vous en aurais pas parlé
si c'était un mauvais produit. Je veux dire, je suis payé pour en parler, je peux être payé pour parler de plein d'autres trucs. C'est une initiative française, c'est des passionnés de mining, c'est des passionnés de self-custody. Et voilà. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toute la gestion des applications, les mises à jour, etc., c'est eux qui gèrent, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Donc, moi, c'est une initiative que je juge noble. Et voilà, je voulais vous en parler tout simplement. Vous avez tous les liens dans la description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Et n'hésitez pas à faire vos retours constructifs à l'équipe. Parce que là, ça c'est en train de se concrétiser pour eux. Ils vont annoncer ça pendant le Crypto XR, ils vont faire tester le produit, ils vont prendre des retours, ils vont adapter, etc. Voilà, moi je suis content d'en parler, je suis fier d'en parler. Et on est sur un truc qui consomme 5 watts. Donc franchement, niveau conso pour un full node, par contre, cette prouesse technique là, elle est au rendez-vous. Voilà, donc j'ai terminé mon petit passage. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et je vous propose d'enchaîner sur la suite de l'émission. Donc on était sur Flow, on a terminé Flow. On va passer à Mina. Laissez-moi reprendre une petite gorgée. Alors, Mina. Mina, c'est technique et c'est particulier, hein, les collègues. Hein. Donc Mina, en gros, on est sur un des premiers Layer 1 basé sur la technologie ZK, etc. L'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir proposer des nœuds complets extrêmement légers. Dans le sens où, bah, on le voyait juste avant, tu vois, ça colle bien avec l'émission. On a vu tout à l'heure, blockchain, Bitcoin, blockchain size. Hop, Bitcoin fait 540 Go. Donc, bon, 540 Go, est-ce que vous connaissez des téléphones mobiles avec 1 Tera de disque? Pas trop, tu vois. Des PC avec 500 Go dédiés uniquement à héberger une blockchain, un peu chiant. Et vous le savez, hein. Le stockage, ça coûte cher. Donc, un peu relou. Sur Ethereum, c'est encore pire. On est à plus d'1 Tera, je crois, d'espace de stockage. Bref. Et donc, ça veut dire que si tu veux avoir une preuve de toutes les données, c'est soit tu as la donnée en brut et c'est très lourd, soit tu construis des preuves cryptographiques beaucoup plus légères. Et c'est ce que propose Mina. C'est de proposer des preuves de tout ce qui se passe, donc des transactions, de qui à qui, etc. Beaucoup plus léger. Je l'explique très vulgairement, hein. Et c'est ça l'innovation. Alors le truc, c'est que Mina, quand ça commençait à se construire, c'était le début des ZK, de la narrative ZK. Ils étaient un peu avant-gardistes. Aujourd'hui, des projets ZK, il y en a une pelletée. Et peut-être que le Mina ne sera pas un Layer 1. In fine, ce sera peut-être un Layer 2 Ethereum, que sais-je. Donc, ils ont leur propre intégration ZK, leur propre langage de programmation. Ça veut dire qu'il faut s'adapter spécialement à Mina pour faire des applications sur l'écosystème Mina. Mais par contre, c'est une révolution en termes de décentralisation et sécurité. Parce que si tu te retrouves en fait à avoir des preuves cryptographiques ultra légères, tu te retrouves avec une blockchain ultra légère. Bonne soirée Dallas. Et du coup, ben, tu peux héberger toute la blockchain sur ton téléphone. Ou du moins avoir un téléphone mobile qui fait office de full node. Et ça, c'est un peu aussi le rêve d'Ethereum à terme. Donc je pense qu'Ethereum s'inspirera de Mina à terme. Voilà, donc est-ce que c'est utile? Énormément. Par contre, c'est très technique, donc je suis désolé de ne pas être un maître en la matière pour l'explication. Et voilà. Voilà pour Mina. On enchaîne sur Synthetix. Alors Synthetix, projet DeFi, que je maîtrise pas de fond en comble. Mais bon, c'est un projet qui permet de tokeniser des actifs synthétiques, d'échanger des actifs synthétiques, etc. Je sais plus s'il y a du trading et compagnie dessus. Je vois qu'en fait, si. Alors attendez. Il y en a. C'est vrai que je maîtrise pas suffisamment bien Synthetix. Est-ce qu'il y a des projets construits par-dessus? Il me semble que oui, mais je les vois pas listés là du coup. Parce que Quenta, ça me parle. Donc eux, ils parlent de trading décentralisé on top of Synthetix. Ouais, donc tu as un DEX qui tourne sur Synthetix, qui lui-même tourne sur Ethereum, je crois. Hein. Tu connais un MetaMask, c'est de coûter un petit peu cher, mais c'est un peu un OG de la DeFi. Et donc, bah, synthétisation des... Non, pas synthétisation. Tokenisation de produits pour la création d'actifs synthétiques. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Chaussures de collection, diamants, œuvres d'art, etc. Je crois pas qu'il y ait tout ça sur Synthetix, mais la possibilité existe. Et donc, du coup, ouais, on a un DEX Quenta. Protocole décentralisé de négociation d'options. Et protocole d'options binaires. Donc ça, c'est plutôt tu paries à la hausse ou à la baisse. Voilà, un OG de la DeFi. Je m'excuse de ne pas maîtriser plus que ça Synthetix. C'est vrai que je pêche toujours un petit peu sur la DeFi, mais vous m'en voudrez pas.
En tout cas, est-ce que c'est utile? Bah, c'est de la finance décentralisée et c'est un projet qui a beaucoup fait avancer le schmilblick. Donc naturellement, oui, c'est utile. On va rester sur quelque chose que je maîtrise. Cette fois, The Sandbox. Quand on a fait un article, c'est un banger d'ailleurs. Sur Coin Academy de ce Sandbox. Alors The Sandbox, c'est un projet qui a plus de 10 ans. Ça n'a pas toujours été un projet Web3 d'ailleurs. L'URL, il est pas bon dans mon doc là. Ok. Donc, The Sandbox, l'idée, c'est d'avoir un écosystème décentralisé, un peu à la Minecraft-like ou Roblox-like, où on va avoir une vraie interopérabilité avec d'autres projets NFT, Play to Earn, etc. de l'écosystème Web3. Donc, ils ont leur propre jeton qui va servir de paiement pour la marketplace, qui sert à la gouvernance, qui sert à toutes sortes de choses. Et en fait, la vraie force de The Sandbox, c'est qu'ils ont leur propre éditeur d'actifs. Quand vous allez sur le site de The Sandbox, vous avez le Game Maker. Donc avec cet éditeur, vous pouvez créer des actifs, un peu comme dans Second Life, et les revendre sur la marketplace. Alors, est-ce que je peux avoir la marketplace quelque part? The Sandbox Shop. Ah, elle a changé la marketplace. Ah, voilà. Donc vous voyez, il y a des skins pour les personnages, il y a des trucs pour habiller vos lands, etc. L'objectif, c'est de faire un métaverse avec un peu de gameplay type attaquer, dash, sauter, etc. Ça va dépendre des expériences pour que les gens puissent échanger. Donc c'est vraiment un Roblox-like, on va dire. On me pose la question dans le chat, ils vivent des millions qu'ils unlock ou ils ont vraiment des revenus conséquents? Je pense qu'en l'état, ils font... Je veux pas trop m'avancer, mais je pense pas qu'ils font des revenus ultra récurrents. Par contre, ils font des partenariats avec des marques. Et là où ils sont très intelligents, c'est qu'en faisant des partenariats avec des marques type Gucci, Carrefour, etc., bah en fait, ils peuvent facturer à des grands groupes des expériences métaverses et les faire sur mesure. Donc, ils ont juste à leur bloquer un land, dire voilà, vous le voulez comment votre langue? Ah, vous voulez que ça ressemble à votre magasin Carrefour? Allez, vas-y, on vous fait ça, etc. Ils facturent. Donc après, le ratio dépenses, rentrée d'argent, je ne le connais pas. Là, pour le coup, je suis incapable de vous le dire. Hein. Je ne le connais pas. Mais je pense que ça a beaucoup d'avenir parce qu'ils sont avant-gardistes. Tu vois, si tu veux jouer à The Sandbox, excusez-moi, j'ai un petit coup de fatigue en même temps. Tu veux jouer à The Sandbox, voilà, tu fais Hunter the Metaverse, tu crées ton avatar, viteuf. Une fois que tu as créé ton avatar, tu connectes un wallet, tu télécharges l'application, hop, tu joues. Donc pour le moment, ça reste encore en alpha, c'est pas full ouvert, mais ils ont fait plein de partenariats intéressants. Et je pense que le gameplay va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc tu as du business à faire. C'est-à-dire que tu peux très bien créer des actifs, les revendre et t'en faire un métier d'une certaine façon. Pour être graphiste métaverse pour The Sandbox. Tu pourrais faire de l'achat-revente de l'immobilier virtuel, parce que quand tu vas sur OpenSea, voilà, The Sandbox, tu vois, tu as tous ces lands qui sont en vente. D'ailleurs, je crois qu'on a un espèce de bottom qui se construit à 1/4 d'Ethereum. Donc beaucoup de land et tu peux très bien dire voilà cette land elle est proche de la villa de Snoop Dogg ou elle est proche du magasin Gucci ou elle est proche de machin et tu vois jouer le truc comme ça. Là-dessus il n'y a pas de souci. Donc pour moi c'est le plus gros projet métaverse Web3 qui existe en l'état. Il n'y a pas plus gros que ça. J'attends au tournant Otherside de l'équipe de Bored Ape Yacht Club. Mais pour le moment c'est le plus gros. À la tête c'est Sébastien Borgé, c'est un Français. Et Sébastien Borgé, j'aurais une critique positive, une critique pseudo-négative à lui faire. On va commencer par la négative. La négative, c'est qu'avec ce métaverse-là, il n'a pas cherché à faire un jeu pour les gamers. Il a plutôt cherché à faire un jeu type réseau social où n'importe qui se branche avec des expériences qui sont pas trop pour les gamers. Je veux dire, c'est pas un truc où c'est ultra skillé, c'est de la méta, etc. C'est un truc bon enfant où tu peux plugger ton père, ta grand-mère, ta copine qui joue jamais aux jeux vidéo, bref, peu importe. Donc, ça s'adresse pas aux gamers. C'est un peu ça ma critique pseudo-négative, parce que moi je suis gamer. Après, il va y avoir des expériences avec des gameplays, ça pourrait très bien exister. Il pourrait très bien missionner des gens qui font des trucs un peu méta, un peu skill-based, tu vois. Par contre, Sébastien Borgé, il est chaud. On l'a déjà interviewé, d'ailleurs sur Coin Academy. C'est un mec qui est très chaud parce qu'il est ultra sociable. Il fait des partenariats de partout. Et c'est ce genre de mec qui va ramener des gens dans le Web3 et dans le métaverse. Parce qu'il parle à tout le monde. Il voyage tout le temps. Il est trop fort. Je suis sincère quand je dis ça. Il est trop fort, Sébastien Borgé. Il est tout le temps dans de l'événementiel. Il est tout le temps en train de pitcher à des grosses banques, des trucs comme ça. Il est tout part, le mec. Ça s'arrête jamais. Et ça crée un effet de réseau de fou.
Moi, une fois au Luxembourg, on me dit, ouais, il y a une petite conférence crypto, viens. J'y vais, tu vois. Donc, je me retrouve dans le quartier où tu as Deloitte, PwC, tous les Big Four, tu sais, les grosses boîtes d'audit, boîtes système bancaire, patati patata. Et là, j'arrive dans un amphithéâtre géant, on devait être 300 personnes dedans, écran géant, et je vois la gueule de Sébastien Borgé, mais je me dis, c'est quoi ce délire? Et il était en train d'expliquer ce que c'est le métaverse à des boomers reptiliens qui doivent peser quelques millions chacun. Franchement, l'amphithéâtre, il pue le milliard d'euros. C'était une dinguerie. Et là, je me suis dit, ok, il est chaud. Ok, il est chaud. Parce qu'il fait ça tout le temps, en fait. Il fait ça tout le temps. Donc, The Sandbox utile, carrément utile. Dans la narrative métaverse, il n'y a pas photo. Ensuite, on va parler du coup de Tokenize Exchange. Alors, ça va être vite vu, je ne maîtrise absolument pas. Je pense que c'est un token d'exchange. Je vais y aller tout de suite d'ailleurs. Est-ce que c'est sérieux? J'en sais rien. Bon, c'est listé sur CoinGecko, donc je partirai du postulat que oui. Mais pour le coup, je connais pas. Alors, marché. Ouais, bah, marché, c'est Tokenize du coup. On va cliquer dessus. 104 millions de dollars. Les volumes sont principalement sur Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Avalanche. Ouais, donc c'est un petit exchange. Voilà. Ça, c'est du marketing asiatique. Ça se voit à 10 000. Je pense que c'est un exchange asiatique. Mais je peux me tromper. On va aller voir ça. Channel New Asia. Oui, bon, bref. On commence à connaître. Et ensuite, donc, comment on se renseigne rapidement sur un exchange? Alors, excusez-moi, il y a ma caméra qui bloque. Mais vous voyez, il y a Term and Condition, Privacy Policy, en bas à droite. Clique dessus. Et on va essayer de savoir quelle est la boîte derrière Tokenize Exchange. Pas gagné. Hein. Amazing Tech PTE Limited. .asia. Voilà. Amazing Tech TPE Limited, donc c'est une boîte venture spécialisée blockchain, etc. Ok. Je sais pas quel pays d'Asie derrière, je sais pas trop, mais on a compris les grandes lignes. On va pas faire une analyse approfondie de ce qu'il s'agit, mais ça ne remet pas en question le sérieux de l'entreprise. Hein. Oula, je ne me permettrai pas. Pas cette fois. Juste, je ne connais pas en fait. Singapourien, ok. Merci beaucoup pour l'info. Bon bah voilà. Ensuite, DYDX. Ah bah là, DYDX, est-ce que c'est utile? Oui. Alors, DYDX, c'est aujourd'hui l'exchange de produits, donc produits dérivés qui fait le plus de volume. L'histoire est hyper intéressante. D'ailleurs, au moment où je vous fais cette vidéo sur la chaîne de Coin Academy, on a sorti un replay de l'interview. Ah, j'ai oublié de la sortir. Il est 21h, c'est un peu tard du coup. Ah bah j'ai oublié de la sortir, je vais me faire engueuler. C'est pas grave, on va la sortir dans la semaine. Voilà, une interview du CEO de la fondation DYDX qui nous explique un petit peu l'histoire. Et en gros, DYDX, à la base, c'est un exchange qui a été créé par un des ingénieurs de Coinbase qui s'est barré, qui voulait proposer justement un concurrent de Coinbase, mais directement sur la blockchain. Ça s'est construit initialement sur Ethereum. Ensuite, ça s'est construit sur un layer 2 Ethereum qui s'appelle un StarkEx, parce que c'est basé sur une des premières technologies Web3 de Starkware. Et aujourd'hui, ils ont leur propre blockchain qui s'appelle DYDX Chain, basé sur le Cosmos SDK, qui a interopéré à l'intégralité de l'écosystème Cosmos. D'ailleurs, vous noterez, il y en a des fois qui me posent la question, quand tu tapes DYDX, tu as deux jetons. Tu as DYDX et ETH DYDX. C'est le même jeton, c'est juste qu'il y en a un qui est sur Ethereum et tu en as un qui est natif à la blockchain DYDX Chain. Donc, moi, je trouve que c'est un super projet. Franchement, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu dis ça parce qu'ils vous ont sponsorisé, machin. Rien à voir. C'est-à-dire que ce soit DYDX ou des concurrents type GMX, Aevo, Hyperliquid, etc. On a vu tout le bordel que ça a été avec les exchanges, entre les exchanges qui sont piratés, qui se barrent avec la caisse, qui jouent avec l'argent des clients, qui sont non régulés, etc. On a besoin d'expériences on-chain de trading. Alors DYDX n'est pas le premier à l'avoir fait. Hein. Il y a eu d'abord des projets sur Bitcoin, des projets sur la blockchain Komodo, je pense à Barterdex à l'époque. Tu as des projets qui font ce qu'on appelle des swaps atomiques, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de commission sur les échanges décentralisés, mais du coup il n'y a pas d'incentive économique à faire tourner le système. Voilà, ensuite on a eu Uniswap pendant l'année 2020, et donc DYDX vient se rapprocher d'une expérience plus comme un Binance, etc., en proposant un carnet d'ordre, etc. Alors, la critique pseudo-négative que je ferai de DYDX en l'état, c'est que pour le moment, il n'y a pas de marché spot. On n'est que sur du marché perpétuel. Alors, c'est pas ultra grave. C'est juste que d'un point de vue fiscal, par exemple, la France, tu vois, t'as pas d'explication écrite noir sur blanc pour dire
quel est un investisseur en mode bon père de famille et quel est un investisseur professionnel. Mais par contre, il est vrai que si tu commences à utiliser des effets de levier, du short, etc., on aura tendance à te mettre dans la case investisseur professionnel. Alors qu'un investisseur spot, bon, tu t'en éloignes un petit peu. Donc moi, j'aimerais bien voir un marché spot complet. Normalement, c'est prévu. Mais voilà, depuis qu'on est sur la DYDX Chain, donc DYDX V4, on a de plus en plus de choix. On a du volume. On est à des années-lumière d'un gros exchange type Binance, BitGet, Bybit, OKEx, etc. Mais ça viendra. Au niveau des frais, je ne vais pas dire de bêtises. C'est un peu supérieur à ce qui se passe sur les exchanges. Mais c'est pas non plus mirobolant. Voilà. Et par contre, c'est décentralisé. Ça tourne sur un réseau de validateurs indépendants sur la blockchain Cosmos qui prennent des commissions sur l'inflation, sur les frais de transaction, etc. Donc, super projet DYDX. Franchement, rien à dire. Et ses concurrents, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas marié à DYDX. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le leader. Ok, DYDX, c'est plié. On scrolle un petit peu. Bah, attendez. Ensuite, on a KuCoin. Donc, bah, c'est le jeton de KuCoin. Hein. Qui a sa propre blockchain, hein, il me semble. Quand tu vas sur Cosmos Ecosystem, voilà, pour les curieux, tu peux savoir un peu ce qu'il en est. Il te liste d'ailleurs quelles sont les plus grosses blockchains par capitalisation. Donc, tu vois, par exemple, tu as la BNB Chain. Tu as Chronos, qui est la chaîne de Crypto.com. On va scroller un petit peu. Bah, tu as DYDX. Et il me semblait que KuCoin avait sa propre chaîne. C'est quoi ce délire là? Je comprends pas. Ils l'ont coupé ou c'est quoi le KuCoin Community Chain? J'ai un trou de mémoire? Non mais... Pour moi c'est basé sur Cosmos. Hein. Mais peut-être pas en fait. Bah peut-être pas en fait. Pas sur Cosmos, KuCoin. Et bah je me suis trompé, excusez-moi. Il me semblait que ça faisait partie des chaînes de Cosmos, mais exceptionnellement non. Bref. Donc bref, bah, le KCS qui est le jeton lié à la KuCoin Chain. Est-ce qu'il y a de l'activité sur la KuCoin Chain aujourd'hui? Alors ça c'est l'exchange. Je pense pas. Ah, KCC, ça s'appelle, du coup. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est niet. Finito. C'est finito. Bon. Du coup, bah, est-ce que c'est utile? C'est utile pour payer moins de frais, etc. Moi, j'adore KuCoin, mais c'est vrai que je suis moins bullish que mon associé CryptoPixel sur son utilité. Alors après, sa capacité spéculative, c'est pas la même histoire, parce qu'il faut savoir que les exchanges peu régulés, très généralement, ils ont une petite astuce. C'est que comme leur jeton il est listé que chez eux, ils peuvent manipuler le prix comme ils veulent. C'est le cas de BitGet, ça a été le cas de Bybit, voilà. C'est pas que des exchanges asiatiques, hein. KuCoin, ils sont aux îles Vierges britanniques, je crois, ou je sais pas quel paradis fiscal. Bref, tu listes ton jeton chez toi. Donc en fait, qui fait l'offre et la demande, bah, c'est tes utilisateurs, et puis c'est aussi toi. Donc ils font ce qu'ils veulent du prix, en fait. Hein. D'ailleurs, ils l'ont laissé fondre pendant le bear comme tout le monde, et puis maintenant que ça se reprend, ça pump, voilà. Donc bien dissocier le côté utile de la capacité à pumper. Est-ce que ça a pumpé? Moi je suis pas devin, j'en sais rien. Est-ce que c'est utile? Bon moi je dirais que pas trop. Voilà, avec les infos que j'ai en face des yeux, pas trop. Ensuite, Axie Infinity. Ah, je crois pas qu'on ait une belle explication de ce que c'est Axie Infinity. On en a une sommaire, mais pas approfondie. On va quand même prendre la sommaire, à noter. Alors, Axie Infinity c'est un jeu Web3. Qui a eu tellement de succès qu'ils ont créé leur propre sidechain Ethereum, donc leur propre blockchain pour accueillir leur propre écosystème Web3. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Axie? Alors ils étaient dans une cave, tout le monde s'en foutait, et puis un jour il y a eu le bull run 2021, ils sont sortis de la cave, ils ont explosé. Pourquoi? Parce que tout le monde est bullish sur la narrative gaming, c'est-à-dire que tout le monde se dit ok pour le moment les jeux ils sont nuls etc, mais un jour il y aura des bons jeux. C'est de la spéculation. On est sur un marché qui est basé sur la spéculation. C'est beau être un gamer, évidemment que pour le moment, quels que soient les écosystèmes, les jeux Web3 font pas rêver. Hein, mais j'y crois. J'y crois, peut-être naïvement, mais j'y crois. En fait, Axie, c'est pas que c'est le jeu le plus fun, mais d'un point de vue économique, ça a cartonné. Ça a cartonné parce que, en fait, ils ont mis en place une marketplace et un jeu. Le jeu peut être joué sur mobile ou sur PC. Pour pouvoir jouer, déjà, tu es obligé d'acheter 3 NFT Axie. C'est obligatoire. Je me souviens du bull run où c'était minimum 100 $ ou 50 $ le Axie. Aujourd'hui, tu peux avoir des Axie qui ne coûtent rien. Donc, en fait, accéder au jeu ne coûte quasiment plus rien pour le moment. Tu as la possibilité de faire évoluer tes Axie. Tu as la possibilité de les faire se reproduire, etc. Et donc, bref, il y a une dimension jeu où tu vas vouloir les collectionner ou gagner les combats, les faire se reproduire, etc. Et ça colle vachement à la blockchain. T'as du NFT, t'as la blockchain, t'as du gaming. Bref, t'as plein de narratifs qui s'alignent. Comme ça a bien cartonné pendant le bull run de 2021, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs professionnels d'Axie
aussi bien en termes de gagner les combats que les faire se reproduire, etc., ont réussi à se sortir un petit salaire avec ça, ou même gros salaire pour des gens qui habitent aux Philippines, par exemple, Thaïlande, etc. Et donc, c'est devenu un métier. C'est devenu un métier pour certains. Et donc, tu vois, aujourd'hui, quand on te dit je suis joueur professionnel, enfin, je gagne ma vie en tant que gamer. Donc, on va te parler soit des développeurs de jeux vidéo, mais on va te parler des créateurs de contenu, donc Twitch, YouTube, Twitter, etc. On va te parler des joueurs e-sport, donc ceux qui gagnent des compétitions. Bah là, on se rapproche un petit peu du côté e-sport ou alors du côté farmer, comme à l'époque de Dofus et World of Warcraft, où tu avais des gens qui farmaient des pièces d'or et qui les revendaient sur le marché secondaire. Bah là, en fait, tu as un marché qui est lié à Axie Infinity. Parce que lié au jeton Axie Infinity, qui est un jeton de gouvernance d'ailleurs, tu as le Smooth Love Potion, qui est une monnaie secondaire, je crois, qui est nécessaire pour faire se reproduire les personnages. Et d'ailleurs, cette monnaie, elle est partie à la cave. Hein. Fin du game. Hein. C'est choquant. Un micro-pump récent, mais là, on est vraiment sur du casino. J'ai pas suivi plus que ça le tournoi Cross the Ages à Marseille, mais ça a bien marché. Il y a eu une belle couverture médiatique. Franchement, le summit Cross the Ages, il est chaud. Ça, c'est clair. Donc, est-ce que c'est utile Axie? Bah, franchement, c'est un super premier essai dans le gaming web 3. Il n'y a pas photo. Et ça va vraiment donner beaucoup d'idées à beaucoup de studios. Moi, je vous parle beaucoup de Big Time aussi. Voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à faire un jeu, réussir à faire une économie. Et bon, pour le coup, Axie, c'est plus penché économie que jeu. Big Time, c'est plus penché jeu que économie. Il y a d'autres jeux où voilà, ils vont essayer de placer le curseur. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet à des gens de gagner leur vie convenablement grâce aux jeux vidéo et à la blockchain. Un qui me dit dans le chat, j'aime beaucoup Ultra, mais on veut un jeu, ils font des canettes. Eh, écoute, ils bossent sur le jeu. Ils bossent sur le jeu, frère. Tu l'as vu, Project Citadel, on a eu pas mal d'annonces à ce sujet-là. C'est que ça met du temps de faire un bon jeu. Ensuite, où est-ce qu'on en est là-dedans? Axie, Astar, du coup. Astar, je l'ai pas déjà couvert? J'ai un doute. Non. Ok. Bon, bah encore un layer 1, hein. Coin Academy Astar, j'espère qu'on l'a couvert sur Coin. Oui, oh là là, putain, il y a tout. Alors, c'est un Layer 1 sur Polkadot. Considérez Polkadot comme un Layer 0, c'est-à-dire la base, la sous-couche. Astar, donc c'est un projet qui gère la machine virtuelle Ethereum, qui gère la machine virtuelle Polkadot. Et enfin, il y a une machine virtuelle Polkadot? Ouais, je crois que c'est du Rust, ouais. Et leur objectif, c'est d'avoir... Voilà, une plateforme qui permet d'émettre des smart contracts, qui est pensée à cross-chain, etc. C'est une des plus grosses d'ailleurs. Une application Coin Academy un jour, ouais, il faudra. Pas la prio là, mais... Donc on a un petit peu de DeFi dessus, ça se reprend légèrement. Il faut savoir que c'est un projet qui s'intéresse... Enfin, qui est plutôt branché communauté asiatique en réalité, Astar. Et histoire de s'améliorer dans l'interopérabilité, j'ai vu récemment qu'ils vont lancer un Layer 2 sur Ethereum aussi. Attendez. Quand on va sur L2Bit, Upcoming Project, voilà, on a une ZK EVM qui est prévue. Basée sur la techno de Polygon d'ailleurs. Polygon. Voilà, et je pense qu'ils vont faire une interopérabilité entre la parachain Polkadot et leur Layer 2 pour pouvoir éteindre l'écosystème et survivre en fait. Hein. Voilà. Donc je crois qu'il y a des projets gaming qui vont se construire dessus, qui font des partenariats avec des projets asiatiques, mais c'est pas une giga success story. Après, c'est un des premiers projets de l'écosystème Polkadot. C'est un de ceux qui a plutôt bien survécu pour le moment. Donc, est-ce qu'il est utile à mon sens? Oui. Parce que Polkadot, c'est quand même un bon projet. C'est juste que bah, ils ont mal géré leur marketing sur le bullrun précédent. Ils ont été trop capitalisés dès le départ. Ils n'ont pas su gérer. Mais bon, moi, je signe pas la mort de Polkadot. Et puis, le SDK de Polkadot est soi-disant très bon. T'en penses quoi de Picasso de Polkadot? J'ai pas assez dig, mais c'est un bête de protocole d'interopérabilité, ça. En plus, il commence à aller dans la narrative restaking et tout. Ouais, connexion Polkadot, Cosmos, Ethereum, Solana. Pas mal. Attendez, je suis allé trop bas là-dedans. Ensuite, on a Theta. Theta. J'ai déjà couvert celui-là, non? Ouais, je l'ai déjà couvert dans mon émission précédente. Du coup, je vais pas recouvrir. Il est où? Non, je l'ai pas couvert, pardon. Donc, je vais le couvrir. Excusez-moi. Theta, du coup, Theta Network. Bon, alors, je vais être un petit peu salé hein, avec celui-là. Hein. Et peut-être que ça vieillira mal. Hein, donc, si vous me le rebalancez dans la gueule, bah, vous avez le droit, hein, c'est quand même le jeu. À la base, Theta, c'est un projet pour du streaming décentralisé. Et je connais un peu le sujet parce que moi-même, je voulais créer un concurrent de Twitch. C'est la première entreprise que j'ai créée. Et ensuite, j'ai voulu créer un concurrent de Twitch décentralisé. Et là, je me suis dit, putain, si je veux faire ça, j'ai intérêt de bien comprendre les cryptos. Bref,
Donc eux l'ont fait. À la base, l'équipe derrière Theta, c'est Silver TV, qui était une plateforme de streaming concurrente qui a essayé de faire un focus sur l'e-sport. Ils avaient fait des partenariats avec... Oula, heureusement, il m'a pas envoyé sur un site de cul parce que j'aurais perdu mon stream. Qu'est-ce que je disais? Ouais, Silver TV, est-ce que je peux retrouver des infos sur internet .tv. On n'a même pas d'image. Ouais, tout le monde s'en branle en fait. Donc ils ont essayé de proposer en partenariat avec Samsung, etc. Un truc Web3, etc. La plateforme de streaming, il n'y avait pas de viewers dessus. Il y a eu quelques créateurs, mais ça n'a pas pris. La qualité des streams était dégueulasse. Il y avait trop de latence. Dans leur équipe, t'as un des cofondateurs de YouTube. Pas dans les équipes, mais dans les advisors. Bref, il y avait toujours des gros noms. Comme on a l'habitude de voir dans les cryptos, en fait. Hein. On essaie d'en mettre plein la vue, etc. Mais dans les faits, personne n'a utilisé leur truc. Ils ont même coupé totalement leur plateforme. C'est pour ça qu'elle est plus dispo sur Ultra, elle est plus dispo là. Ils vont relancer une plateforme, je crois. Theta, ils ont viré le T-Fuel, ils l'ont fusionné avec le Theta Token. Ah ouais, je savais pas ça. Ah là, moi, je vois pas de fusion. Hein. Moi, je vois un T-Fuel. Bref, T-Fuel qui est censé être un gas token pour les créateurs et Theta qui est du coup un jeton de gouvernance. Donc maintenant, ils essaient de survivre en allant dans un espèce de sharding de sous-réseau avec ce qu'ils appellent la meta chain. Donc, un espèce de avalanche de Wish, hein, pour le coup. Hein. Bref, est-ce qu'on en parle de la meta chain? Ouais. 1er décembre 2022. Voilà, on fait un système de sous-réseau, on fait de la DeFi, des marketplaces NFT, des DeFi Llama, Theta. Et moi, pourquoi je suis salé avec ce projet? Il m'a rien fait. Hein. C'est qu'on s'est éloigné de la promesse d'un streaming décentralisé pour se mettre à faire de la DeFi, une blockchain, une meta-chain, une machin. En fait, ils ont qu'une envie, c'est que le jeton n'aille pas à zéro. Mais qui se sert de Theta? Je vous pose la question. Qui? Donc, voilà, tu vois, tu as Theta Edge Node, tu peux télécharger un wallet, tu peux devenir un nœud, choper du jeton, sauf que le jeton, il vaut rien, bref. Pour moi, c'est direction la cave, hein. Maintenant, on te parle d'hybrid computing, voilà. Tu vois, maintenant, ils veulent faire du computing décentralisé pour être dans la narrative des pins. En fait, ils ont perdu leur identité, tu vois. Rien à voir avec le streaming. Bah, ils se sont vendus quand même comme une plateforme de streaming dès le début, tu vois. Donc voilà, maintenant, on nous parle de Dépine, on nous pose un white paper. On verra. Moi, j'y mets pas les pieds, j'ai à vous dire. Personnellement, j'y mets pas les pieds. J'ai du mal à juger leur bonne foi. Tezos, j'en ai parlé dans une autre émission. Bref. Donc on s'arrête au top 70. Ça fait une belle émission. Whitebit, on a déjà couvert. Bon, SAT, c'est un ordi, on a déjà couvert. Un équivalent avec ordi, c'est un autre jeton sur la base des BRC20. Phantom, je peux vous parler de Phantom. Je crois pas l'avoir couvert. Bon, je vais vous parler de Phantom. Bah, Phantom, c'est encore un Layer 1. Hein. Il n'y a que ça, de toute façon. XMR, je l'ai pas fait sur cette émission. Je l'ai fait sur une autre émission XMR. Je sais plus si c'est le premier épisode ou le deuxième, mais je l'ai déjà couvert. Bref, terminons sur Phantom. Phantom, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un Layer 1 monolithique pour le coup, qui cherche à tout faire avec un max de performance. C'est un concurrent de Solana basé sur un graphe acyclique orienté, comme IOTA, comme Kaspa, etc. Qui intègre l'Ethereum Virtual Machine. Aujourd'hui, il bosse sur Phantom Sonic, qui est un nouveau réseau encore plus performant, toujours compatible avec l'Ethereum Virtual Machine. Ils vont lancer un testnet courant 2024 et le mainnet, je ne sais pas si ce sera fait en 2024. Le but étant de ne pas mourir. Les rediffusions sont gratuites chez moi, oui bien sûr, mais elles sont surtout disponibles sur ma chaîne Capet Crypto. N'hésitez pas à vous abonner les potes. Vous avez les rediffs ici. D'ailleurs, vous aurez une vidéo big time de disponible que j'ai faite avec amour. Voilà, donc Phantom, je ne signe pas la mort de Phantom. Ils ont eu un moment où ils ont Shine, parce que justement, c'était une des meilleures blockchains pour faire de l'EVM, donc héberger des applications de l'Ethereum Virtual Machine. D'ailleurs, on peut le voir, hein, la TVL, elle est immense. Sauf que ce qui s'est passé après, c'est que une des personnes qui le représentait s'est mis à chier sur l'écosystème crypto. On a eu le hack de leur bridge qui s'appelle Multichain. Ça a été une catastrophe. Il y a 1 milliard de dollars qui sont partis à la cave. Une catastrophe. Donc du coup, bon bah là, ils vont essayer de se refaire une petite santé. Je signe pas la mort, mais bonne chance quand même. Hein. Bonne chance quand même, franchement. Parce que là, les gens, ils ont du mal. Hein. Regarde le prix vite fait. C'est tellement cher. Hein. Ils ont mal géré. Osmosis, je l'avais pas couvert, Osmosis. Je vais vous parler d'Osmosis aussi avant de couper. Osmosis, du coup, bah, c'est le plus gros exchange décentralisé de l'écosystème Cosmos avec DYDX, du coup. Mais plus branché swap, interopérabilité, etc.
Ils intègrent aussi les smart contracts, parce qu'il y a beaucoup de blockchains de l'écosystème Cosmos qui n'intégrent pas les smart contracts. Coin Academy. Osmosis, c'est vraiment le hub principal de la DeFi sur l'écosystème Cosmos, en fait. Hein. Il y a beaucoup de jetons qui sont listés dessus, tous les jetons liés à l'écosystème Cosmos. Quand tu vas sur Map of Zones, tu peux voir les interconnexions entre les blockchains, justement. Osmosis est central là-dedans. Hein. Vous voyez qu'il est connecté à peu près tout le monde. Peut-être même tout le monde, en fait. Alors, ce que vous voyez là, les points comme ça, c'est la connexion IBC. C'est-à-dire, si vous voulez faire transiter des jetons d'une blockchain A à une blockchain B, ça passe par un protocole qui s'appelle IBC. Et du coup, bah, vous pouvez voir au centre sont un peu les leaders de l'écosystème Cosmos en termes d'interopérabilité. Et puis plus loin, plus petits écosystèmes. Vous connaissiez pas Map of Zone, c'est pas mal. Pas mal Map of Zone. Donc tu peux voir par exemple que en termes de transactions IBC, alors attendez, ferme-toi, voilà. Tu peux voir qu'Osmosis, c'est là où il y a le plus de volume. Avec en deuxième position Noble, parce que forcément, ils gèrent le stablecoin USDC. Ils ont fait un gros partenariat avec Circle pour l'exclusivité de l'USDC, donc ils ont dû vraiment envoyer un max de fric. Après, Axelar, c'est un protocole d'interopérabilité multi-chain. Cosmos Hub, bah, c'est la première blockchain de l'écosystème Cosmos, mais au final, Osmosis, c'est un plus gros hub en lui-même qu'Atom. Important de le noter. Et ensuite, on a Celestia DYDX. J'ai pas compris pourquoi Osmo s'est autant rabassé la gueule durant le burn. Moi, je peux te répondre, frérot. Trop d'inflation. Trop d'inflation. Ils ont émis un nombre de jetons incalculable. Et forcément, bah, ça a été violent. Plus, bah, comme c'était l'écosystème Cosmos, t'as eu le crash Terra Luna aussi. Regarde, le crash Terra Luna, c'était en avril. Donc, Luna, ça a tout envoyé à la cave. En vrai, Luna, ça a tout envoyé à la cave. Ensuite, ils ont eu du mal à se relever, puis ils se sont relevés. Du coup, est-ce que c'est utile, Osmosis? Ah oui, ah oui. On pourrait même le critiquer dans le fait qu'il a un peu trop pris de... Il a un petit peu trop monopolisé l'attention par rapport à Cosmos. Mais le truc, c'est que Cosmos Hub, Atom, ne gère pas les smart contracts. Osmo gère les smart contracts. Ils ont un DEX, ils ont plein de partenariats, plein d'interopérabilité. Bref, t'as capté. Ils font mieux Atom que Atom, finalement. Voilà les potes, cette fois en coupe. J'espère que cette émission vous aura plu. Vous avez du coup le lien du doc avec les anciens épisodes, ma chaîne pour me suivre, des données sur Nodi pour les intéressés. Encore une fois, merci beaucoup pour avoir sponsorisé cette émission. On se retrouve au Crypto XR pour tester tout ça, pour en parler. Je ferai peut-être un live demain, je sais pas encore. Voilà, on verra. Dans tous les cas, il y aura une vidéo sur ma chaîne YouTube. Après, direction au CER pour moi. Et après, on va bombarder un petit peu de contenu parce que courant février, je me casse à Dubaï et en Thaïlande. Voilà. Je serai en voyage, ça m'empêchera pas de live, mais pas sur le setup habituel. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous. Ciao tout le monde.